et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Redouane Bellani, SVP France et Europe du Sud chez Conversant. Conversant est un spécialiste de la personnalisation publicitaire qui permet aux marques et aux retailers de créer et maintenir le lien conversationnel avec leurs clients. C'est un enjeu clé dans cette période post-confinement où tout le monde cherche à reprendre la parole. Alors bonjour Redouane, ravi de te recevoir dans ce podcast. Avant que nous n'abordions plus précisément les impacts du Covid-19 sur la façon dont les annonceurs gèrent leurs relations clients, peux-tu nous décrire un peu mieux la proposition de valeur de Conversant ? Oui, donc tu le disais, donc Conversant est un spécialiste de la personnalisation publicitaire, donc on est un acteur publicitaire. On a comme particularité d'aider les clients, notamment les retailers, sur 2 choses qui sont fondamentales. La première, c'est de les aider à créer un actif relationnel. Donc, qu'est-ce qu'un actif relationnel ? C'est la capacité à résoudre une équation qui est spécifique au digital, c'est qu'une personne et 1 n'est pas égal à 1 en matière de digital. Donc, une personne, ça va être plusieurs identifiants parce que chaque personne, chaque consommateur va pouvoir utiliser 2 à 3 devices. Il peut être un client du retailer en ligne, mais aussi en magasin. Et donc, le premier rôle que Conversant va jouer, c'est de leur permettre de résoudre cette problématique d'identité, de la résoudre sur la durée pour leur permettre de créer ce lien et de le maintenir dans la durée de telle sorte qu'on puisse leur parler, notamment s'appuyant sur des leviers publicitaires, de manière continue et de manière personnalisée. Donc on va être dans des logiques où on ne va jamais cesser de parler à ses clients ou à ses prospects, mais on ne va jamais le faire de la même manière. D'accord. Et ça, vous le faites en France, vous le faites aussi ailleurs dans le monde ? On est initialement donc à l'origine un acteur américain, mais français depuis le mois de juillet dernier, parce qu'on a été racheté par le groupe Publicis. Donc Conversant fait partie de l'entité Epsilon, qui a été racheté par Publicis au mois de juillet. Donc acteur français aujourd'hui, et nous le faisons donc évidemment pour des acteurs américains, mais nous le faisons aussi en Europe et notamment en France depuis 4-5 années. Vos clients, typiquement, c'est qui ? Tu peux donner des noms ? Les clients principaux, ça va être des retailers, donc multi-channel retailers, donc ça va être des clients comme Conforama, comme Allprix, comme Oxybul, donc groupe ID Kits, comme Topshop, groupe Arcadia, etc. Donc une grande variété de typologies de clients et de secteurs d'activité. Oui, même si c'est très centré retail malgré tout. D'accord. Et ça, c'est lié à notre activité de personnalisation, parce que si tu as un produit unique dans ton catalogue, la personnalisation est peut-être un peu moins pertinente que lorsque tu as 1 million de références. Très bien. Merci pour cette précision. On voit bien maintenant la proposition de valeur de Conversant. Maintenant, on va revenir un peu plus sur le sujet finalement de cette interview lié à la crise qu'on traverse. Selon toi, qu'est-ce qui a été modifié chez le consommateur justement dans sa relation à l'acte de consommation, dans sa relation à l'achat ? Le plus évident, et je pense qu'on l'a tous vécu à titre personnel, c'est tout simplement que on n'avait pas la possibilité, au moins la possibilité de sortir de chez soi. Et si on devait sortir, on n'avait pas forcément la possibilité d'aller dans toutes ces enseignes où on avait l'habitude d'aller. Et clairement, pour certains acteurs, cette relation-là entre le consommateur et le retailer se faisait principalement en magasin. Donc l'énorme changement et l'impact le plus radical sur cette typologie d'acteurs, c'est tout simplement cette rupture de lien, cette impossibilité de pouvoir interagir, et donc les produits n'étaient plus en face de ces consommateurs, tout le plan d'animation commerciale, et c'est cette rupture-là qui a eu le plus d'impact dans l'immédiat.
Et au-delà de tout ça, donc tous les changements qui ont pu impacter de manière différente tous les retailers, il y avait des réponses qui n'étaient pas forcément les mêmes, qui n'étaient pas forcément synchrones. Donc il y avait aussi cette difficulté côté client de pouvoir permettre de dire à ces consommateurs quel était le statut de ce que pouvait faire ce retailer en particulier en termes de distribution et comment il pouvait éventuellement les accueillir ou répondre à leurs demandes d'un point de vue produit. Ouais, donc ce qui a changé en fait pour le consommateur, c'est qu'il était dans l'incapacité à finalement s'inscrire dans les démarches habituelles de rendez-vous en magasin, de shopping en lieu de vente. Ça a complètement changé. Et il s'est digitalisé. Justement, parlons côté annonceur. Finalement, deux questions en une. Qu'est-ce qui a changé? En quelques mots, c'est quoi les impacts? Tu as commencé à y répondre un peu. Mais surtout, quels sont les enjeux nouveaux auxquels ils doivent faire face? La difficulté qu'ont eu les annonceurs, la plupart, sinon tous, ont une présence quand même en ligne, mais ce qui est assez surprenant, c'est que lorsqu'on ferme les rideaux, on baisse le rideau d'un magasin, on s'attend à ce que ses clients se reportent mécaniquement pratiquement sur le site web, mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que là où on a un réflexe dans le monde physique, on ne l'est peut-être pas ou pas forcément dans le monde en ligne. Et donc la grosse difficulté côté annonceur, c'est que finalement toutes ces personnes qui représentent l'actif pour ces retailers-là, mais ils n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et il y avait la difficulté d'être proactif et d'aller vers eux pour leur dire, vous savez quoi, j'ai un site internet, vous ne le considérez peut-être pas d'habitude lorsque vous achetez en ligne, mais je suis là, j'ai les produits qu'il vous faut et je peux vous accompagner. Donc évidemment, avant d'arriver à ce stade de réflexion qui commence déjà à être dans des réflexions un peu moyen-long terme, dans l'immédiat, nous, en tant qu'acteurs publicitaires, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait des annonceurs qui étaient dans l'incertitude et dans le flou absolu. On a eu certaines réactions qui étaient, on dirait, épidermiques, avec des annonceurs qui ont baissé, voire coupé leur budget publicitaire, pour des raisons qui sont complètement différentes. Pour certains, c'était des instructions pour préserver leur trésorerie. Pour d'autres, c'était des problématiques plutôt logistiques. La demande était là, mais les produits n'étaient pas forcément là, ou en tous les cas, il n'y avait pas les personnes pour répondre à cette demande-là. Donc, ce qu'on a fait, nous, à notre niveau, c'est avant tout des logiques d'écoute, essayer de comprendre où en est le client, parce que en tant que prestataire, habituellement, lorsqu'on a des baisses de budget, c'est plutôt un jugement par rapport à un POC qu'on est en train de mettre en place ou plutôt à une concurrence, un jeu de concurrence entre leviers. Là, c'est des sujets complètement différents où il fallait tout simplement essayer de comprendre qu'est-ce que vivait ce retailer ou cet annonceur en particulier pour voir comment on allait pouvoir l'aider. Que ce soit dans l'immédiat, si le client a des marges de manœuvre, ou quoi qu'il arrive, dans une logique un peu plus de construction pour lui dire ce qui est arrivé aujourd'hui, la prochaine fois que ça arrive, et je ne le souhaite à personne, il y a des moyens de l'appréhender différemment. Donc, justement, ces moyens, ça ouvre sur cette question. C'est quoi ces nouveaux enjeux? Aujourd'hui, il y a, j'imagine, et tu vas me le confirmer, je pense, mais une volonté des annonceurs de prendre la parole, de reprendre la parole. Ils peuvent plus le faire comme avant. Enfin, je pense pas. C'est quoi ces nouveaux enjeux? Comment ils peuvent prendre la parole aujourd'hui? Exactement. Donc, les deux sujets, selon moi, qui sont les plus importants, évidemment, chacun a une perspective différente. Moi, je suis pas sur la logistique, je suis sur la publicité, donc j'ai forcément une perspective qui va être plutôt centrée sur la publicité. Donc, il y a un premier sujet, c'est l'omnicanalité. C'était déjà un sujet de transformation digitale assez important, mais c'est devenu une question de survie maintenant pour les marchands. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque les magasins sont fermés, tu as aujourd'hui l'obligation de prendre la parole. Avant de savoir comment on va prendre cette parole-là et comment on va communiquer, c'est déjà se créer les moyens, cette possibilité de prendre la parole pour pouvoir communiquer avec des gens qui, par ailleurs, n'ont plus la possibilité de se rendre en magasin. Et même pour ceux qui ont cette présence en ligne, c'est cette nécessité de parler pas seulement à ceux qui ont visité récemment le site, mais à l'ensemble de l'univers de marque. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui ne sont pas venues depuis 2, 3, 4 mois, je dois leur parler aujourd'hui pour pouvoir leur dire comment je peux les aider dans une situation où ils ont besoin d'aide, en tous les cas, sur l'aspect produits ou services qui peuvent leur être utiles. Et alors justement, c'est quoi justement le message? Comment on prend le message de la prise de parole? Est-ce qu'on le construit aujourd'hui de la même façon qu'on le construisait il y a 2 mois?
Donc, pour répondre à cette question, je vais donc commencer par le premier levier, c'est-à-dire que l'omnicanalité, la personnalisation. Le lien, en fait, c'est l'identité. C'est que l'identité, c'est la capacité à identifier quelqu'un tout en respectant évidemment le RGPD, tout ce qui est relatif à la privacy, évidemment, mais cette capacité à identifier les personnes au travers des différents devices et sur la durée. Donc, si j'arrive à résoudre cette problématique d'identité, si j'arrive à identifier mes clients qui n'achètent chez moi qu'en magasin, par exemple, lorsqu'ils sont sur le web, et donc je m'offre et je me donne cette possibilité de communiquer avec eux, j'ai déjà un énorme pas qui a été fait d'un point de vue pertinence du message par la suite. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu arrives à identifier ton client magasin, non seulement tu as la possibilité de lui envoyer un message, mais ton client magasin a aussi un historique de commande derrière lui. À partir du moment où tu sais que cette personne qui est en face d'un contenu, peu importe, il est sur un site média, tu as la possibilité de lui adresser des messages sur la base non pas de ce qu'il est en train de consulter sur le site à l'instant T, mais de ce qu'il est pour toi et de cette relation qui, des fois, est une relation de plusieurs années, qui va enrichir et informer tes décisions et qui va te permettre d'être plus pertinent. Donc, tu vas savoir qu'est-ce qu'il aime de manière générale et tu vas pouvoir aussi mettre en avant les éléments qui, dans le contexte particulier de la crise, peuvent être utiles pour cette personne-là. Sinon, sur tout ce qui est communication de manière générale, là, si on se met à la place du retailer aujourd'hui, un retailer, on lui demande il a l'obligation de dire de plus en plus de choses. Il doit parler non seulement de ses produits, de son actualité commerciale, il doit parler de sa marque, il doit parler de ses valeurs, d'ailleurs de plus en plus de ses valeurs. Et avec ce type de crise qui se présente aujourd'hui, il doit parler de ses services et de la manière dont ces services sont en train de changer et comment il peut accompagner les consommateurs durant cette période. Donc ces annonceurs doivent être capables d'être assez polyvalents, assez versatiles et pouvoir passer de manière assez fluide d'une communication qui est plutôt institutionnelle et une communication branding à une communication informative, une communication RSE, vers une communication produit promotionnelle. Donc ils doivent avoir la possibilité de gérer et prendre en compte ces différentes prises de parole. Mais c'est là où on revient à chaque fois à l'aspect relation, c'est que si tu as énormément de choses à dire et tu as énormément de produits à valoriser et d'opérations commerciales, si tu croises ou si tu identifies ton client une fois par an, ça va être très compliqué. C'est là où il ne faut absolument pas dissocier la partie résolution d'identité actif relationnel de la partie pertinence du message, parce que là, on va alimenter l'autre. Bah, écoute, merci pour ces précisions. Dernière question, quelles sont les tendances finalement de la communication dans la relation client qui vont marquer potentiellement l'ère post-Covid-19 ? Qu'est-ce qui va perdurer ? Je pense que c'est plutôt des trends qui existaient déjà, qui vont certainement s'accentuer. Je parlais de la responsabilité sociale et environnementale. Je pense que c'est des choses qui vont prendre de plus en plus d'importance. On a pu le voir à l'occasion de cette crise-là, c'est que les marques, certaines marques en tous les cas, se sont distinguées par leur prise de parole, pas uniquement les prises de parole, parce que ce qui est important, c'est aussi les actions. Parce que la communication seule n'a pas forcément aidé et je pense que ce type de crise permettent à certaines marques, certaines enseignes qui avaient déjà ça dans leur ADN de pouvoir l'exprimer, que ce soit par des actions sociales ou des actions qui vont aider le grand public. Mais pour les autres, la compétition telle qu'on la voit aujourd'hui, qui est uniquement sur le prix, sur la capacité à offrir des produits ou à valoriser ce qu'on a en stock, ça ne va pas être suffisant. Une marque doit pas forcément se réinventer, mais en tous les cas, elle doit prendre à bras le corps ce nouveau rôle, elle peut y adhérer ou pas, mais en tous les cas, c'est un élément de concurrence et de comparaison des consommateurs qui va être de plus en plus important selon moi. Bah écoute, merci beaucoup Redouane pour ton témoignage, pour ton analyse et puis finalement tous ces statements que tu nous partages. Merci pour ce. Ouais, c'était un échange et une conversation fort intéressante. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers.
J'ai enfin la possibilité de dire c'est fini le confinement, donc dans cette période de déconfinement ou post-confinement. Merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités, à Redouane aujourd'hui, de prendre la parole et partager leurs témoignages avec nous. Et enfin, si vous souhaitez me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages, vous pouvez le faire directement via le site lesdigitaldoers.com. Merci, au revoir.